Alors, avant de démarrer avec vous, chers invités, je fais d'abord un coucou à Maury Arnaud Agua qui devra nous revenir très vite prochainement. Bonjour à toi si tu es en train de nous suivre. Bonjour Oumar. Bonjour Carole. C'est un plaisir de te retrouver. Bonne année. C'est la première fois qu'on se Voilà, c'est la première revoit. fois de l'année, oui. Bonne année à vous également, Carole. Merci infiniment de me souhaiter ces bons vœux. Je vous les souhaite également. Santé, succès, bonheur, tout ce qu'on souhaite de meilleur. Voilà. Merci à vous, Oumar. Je reçois. Bonjour, Laurent Roland Tonéikes. Carole Laye, bonjour. Oumar Diandjou, bonjour. Bonjour, amis Bonjour. téléspectateurs et internautes. Alors, la nouvelle tribune titre ce matin l'année de tous les pronostics politiques grâce à l'aide de Marcel à la régie. Nous allons retrouver le quotidien La Nouvelle Tribune qui prédit de 2025 l'année de tous les pronostics politiques au Bénin. Oumar Adeyandjou. Écoutez, le confrère, il a vu juste, hein, 2025, c'est l'année de tous les pronostics, l'année des grands préparatifs pour les grandes échéances, on va dire. Et l'échéance, cette fois-ci, est tout simplement inédite parce que c'est une élection générale. Ce n'est pas seulement une simple élection présidentielle comme on en avait l'habitude, c'est plutôt général. Il y aura comme on appelle, les communales et les législatives certainement qui seront couplées et la présidentielle sera là. Et cette présidentielle, là encore, une autre particularité, c'est que c'est un duo de présidentielles qu'on va proposer dans les partis politiques. Donc voilà, comment on appelle, est lancé, la bataille est lancée de janvier jusqu'à septembre, parce qu'en octobre, déjà le 11 octobre, on doit pouvoir connaître tous les noms des duos. On doit connaître tous les duos que chaque parti proposera. Donc, de janvier de maintenant donc jusqu'à septembre, comment on appelle, les obédiences politiques, on va dire, les partis politiques devront faire tout le travail qu'il faut pour donc présenter donc les candidats. Et l'autre chose qui va faire que, bon, ça sera l'année de tout, comme l'a dit notre confrère, c'est que le président de la République devra également choisir son dauphin. Et déjà, au sein de la mouvance présidentielle, les partis de la mouvance présidentielle, c'est sûr qu'il y aura tout simplement un rabattement des cartes, on va dire. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des grands événements, il y a eu des événements majeurs. L'ami du président qui est aujourd'hui derrière les barreaux, et on sait bien que ce monsieur avait la main également sur tous ces partis. Enfin, quand il dit qu'il avait la main sur les partis, c'est qu'il avait forcément des proches au sein de ces partis-là. La proximité entre lui et le président, c'est quelque chose qui était tout simplement extraordinaire. C'était une vraie complicité. Donc, on va devoir observer, donc certainement, on a vu Adambi qui part, c'est sûr qu'il y aura d'autres encore peut-être qui vont partir, et donc il y aura tout un rabattement des cartes. Je pense que cette année sera tout simplement une année où chacun devra se repositionner, surtout les politiques, et notamment dans le camp présidentiel. Chacun devra se repositionner. Tous ceux qui étaient par exemple proches, je prends des exemples comme ça, hein, de Omeki, de Boko, tout ce monde-là devra maintenant et changer peut-être de discours légèrement, montrer patte blanche, Monsieur le Président, nous sommes avec vous, c'est désormais vous, donc pour pouvoir donc se repositionner. Il y aura forcément un chamboulement au niveau donc des partis de la mouvance présidentielle, et je pense que c'est ça qui a commencé en réalité quand on voit le président, enfin le ministre de l'eau, de l'énergie et des mines qui est démis de ses fonctions. Je pense que tout ça peut faire partie. C'est vrai que les gens disent que non, peut-être qu'il a des velléités, enfin des ambitions présidentielles, mais moi je ne voudrais pas m'arrêter à ça. Je pense aussi que ça peut être dû au fait que, voilà, ce rabattement de cartes dont je parle, suite à ces événements majeurs-là, peut-être que c'est la suite, parce que le président Talon, vous savez, ce n'est pas quelqu'un qui agit comme ça. Et ce qu'on reprochait par exemple au président Yahi, qui avait ses bons côtés aussi, hein. Ce qu'on reprochait par exemple au président Yahi, c'était qu'il agissait avec beaucoup d'émotion, dans la précipitation même quelquefois, et on le lui reprochait. Mais le président Talon, par contre, lui, il prend beaucoup de recul avant d'agir. Donc les événements qui sont passés, on peut les perdre de vue, mais en réalité, peut-être que ce sont des conséquences de ces événements-là qui continuent, par exemple, avec le ministre Adambi. Donc, il faut s'attendre à toutes ces choses-là. C'est sûr que le président entend d'observer tout le monde et petit à petit, il va pousser les pions, redistribuer les cartes et on va voir ce que ça va donner. Roland Tonéikes.
Moi, je dirais que c'est l'année d'abord des castings au sein des formations politiques, parce qu'il faut faire de bons castings pour avoir des candidats potentiels qui pourront faire gagner les formations politiques en 2026, parce qu'il s'agit des élections générales, comme l'a rappelé Ouma. Il s'agira des élections communales, des élections, comme vous appelez, législatives et présidentielles. Et donc, à tous les niveaux, les formations politiques, en tout cas, qui peuvent proposer des candidatures pour les élections municipales et législatives doivent pouvoir faire de bons castings pour savoir qui mettre sur les listes pour gagner les élections. Mais pour les présidentielles, au moins, on a 3 formations politiques qui, aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, ont la possibilité de proposer des candidatures, notamment l'UP, le Renouveau, le BR et le Parti des démocrates. Donc, il faut choisir, il faut faire de bons castings d'abord à ce niveau. Et maintenant, dans le casting qui est fait déjà, c'est que chaque acteur devra maintenant analyser la situation et voir les différents enjeux. Et c'est en cela que c'est devenu, c'est une année, cette 2025 est alors une année de pronostic parce que pour beaucoup de personnes, beaucoup d'observateurs, des citoyens, certains vont certainement supputer pour dire c'est tel qui pourra gagner, d'autres diront non, c'est tel qui ira gagner, voilà les forces de tel candidat, voilà les faiblesses de tel candidat. Donc l'un dans l'autre, c'est vraiment une année de pronostic, ça ira dans tous les sens où les gens vont se prononcer sur d'abord, n'oubliez pas qu'à la veille d'une élection, quand même, c'est là que les grands dossiers sortent. Hein. Et donc, tout candidat qui serait déclaré déjà avec les pronostics, avec les dossiers qui sortiront des placards, les cadavres qui sortiront des placards, il va falloir faire face à tout ça, gérer tout ça. Donc oui, c'est véritablement une année de pronostics politiques. Et il revient aux formations politiques vraiment de travailler à proposer, à faire ce bon casting-là, qui pourrait être je dirais, le pronostic gagnant pour ces formations politiques. Autrement, ça va être la débâcle. Et n'oubliez pas que des formations politiques jusque-là, depuis en tout cas l'aide de la réforme du système partisan, n'ont jamais réussi à avoir un conseiller élu ou un député élu. Donc, il leur revient de travailler sérieusement pour voir d'abord, et puis quand on parle de casting, il faut aussi le discours. Il faut, qu'est-ce que vous proposez au peuple béninois, notamment au plan législatif, au plan communal, qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que vous comptez faire? Parce que, vous voyez, à la une d'un journal ce matin, on cite un problème de la commune d'Abomey-Calavi où un faux propriétaire est allé expulser les agents de l'arrondissement central, de l'arrondissement de Togba, sous prétexte qu'on n'a pas payé le loyer. Et donc, dans ces conditions, il y a que sur ce plan aussi, les gens vont sortir des arguments pour dire, bon, voilà la réforme du système de la décentralisation, voilà ce que nous proposons, voilà les faiblesses, les forces, tout ça. Donc, l'un dans l'autre, il y a le discours, il y a le bon casting qu'il faut faire pour espérer gagner les élections. Et il revient aussi maintenant à toute la classe politique, à tous les Béninois maintenant aussi, d'ouvrir les yeux, de savoir faire les bons choix. Donc, année 2025, année de grands défis pour les partis politiques, année de grands défis d'ailleurs pour les populations également, parce qu'il ne s'agira pas de choisir pour choisir, il ne s'agira pas de choisir pour sanctionner, parce que malheureusement, depuis 1990, nous avons toujours voté pour sanctionner. On a voté en 2006, pardon, en 1996 pour sanctionner Soglo, on a voté en 2001 pour sanctionner, comment vous appelez, Mathieu Kérékou et son régime. C'est vrai qu'il était finissant. Mais ceux qui l'ont soutenu, on a sanctionné le régime Mathieu Kérékou en amenant Boni Yayi. Et en 2016, tout malheureusement, on est tombé dans le même piège en sanctionnant Boni Yayi, en amenant Patrice Talon. Et donc là, c'est-à-dire qu'il y a le schéma qui se dessine déjà. On a tendance à comprendre que les gens veulent aller voter en 2026 pour sanctionner Patrice Talon, alors qu'en réalité, ce ne devait pas être le véritable combat. Seulement que les discussions en la matière aujourd'hui font que malheureusement, il n'y a pas multitude de choix. Il n'y aura que 3 candidats pratiquement. Hein. Si l'UBR propose une candidature, oui, en fait, quand je parle de 3 candidats, les 3 formations politiques, l'UP Le Renouveau qui proposait à son de candidature, le BR et le Parti des démocrates. Donc, il n'y a pas possibilité. Là, bizarrement, le schéma qui se dessine s'avère un schéma encore qui favorisera ou non, une certaine sanction du régime de Patrice Talon. Et ce qui ne devait pas être le cas en réalité, il va falloir que les gens réfléchissent pour dire quelle alternative nous proposons à partir de 2026 et qu'est-ce que nous pourrons faire pour que ce ne soit pas une sanction, mais que ce soit quelqu'un véritablement qui vient continuer à aller au-delà de ce que l'autre a fait. Alors, je repose cette même question. Sur quoi doivent se baser les populations aujourd'hui pour faire le meilleur choix? Oui, pour faire le meilleur choix, moi je pense que le plus important, c'est observer déjà les individus. D'abord, choisir de manière, on va dire, à mettre le Bénin en avant. Chaque personne, chaque Béninois devrait choisir de manière à mettre le Bénin en avant. C'est-à-dire, c'est le Bénin notre priorité.
ce qui nous succédera à nous tous humains sur ce territoire du Bénin, c'est le Bénin qui nous succédera. Il y a nos ancêtres qui sont passés, il y a ceux après nos ancêtres qui sont passés, nos grands-pères maintenant sont passés. Donc, après, nous aussi, on passera et le Bénin subsistera à nous tous. Donc, il faut mettre le Bénin en avant. Et moi, je pense que si chacun réfléchit ainsi, on fera forcément le meilleur choix. Maintenant, je pense que au-delà du travail à faire sur le terrain, notamment les partis d'opposition, au-delà du travail à faire sur le terrain, il y a le timing également qui va compter au cours de ces élections-là. Parce que désormais au Bénin, on connaît pratiquement, enfin, les choses sont basées sur des règles bien précises. Avec le régime qui est là, il est très à cheval sur tout ce qui a rapport avec la loi, les règles. Donc, le timing sera essentiel. Si vous sortez le nom de votre duo très tôt, on peut facilement, comment on appelle, le trouver noises, enfin, on peut leur trouver des cheveux dans la poux, voilà, des insuffisances, et finalement, on va dire, voilà, ces gars-là ne sont... Donc, le timing sera vraiment essentiel. C'est vrai aussi peut-être pour les partis, les partis de la mouvance présidentielle. Maintenant, quand on parle de 3 candidats, est-ce que moi, je me dis, est-ce que ça sera vraiment 3 candidats? Parce que tel que je suis en train de voir les partis d'opposition, on a les partis de la mouvance. Vous avez vu Roland, tout à l'heure on parlait de comment on appelle, de Moël Bénin qui est en train de faire des tractations avec, je crois, le BR. Ouais, le BR. Voilà. Donc je me dis, est-ce qu'à un moment, le BR et l'UP, le renouveau, ne vont pas finalement se rejoindre quelque part et nous proposer un seul candidat? C'est possible. Parce que le chef peut décider... Je disais qu'il y a 3 formations qui ont la possibilité. En fait, voilà. En réalité, ça peut changer. Ça peut changer, mais voilà. En l'état aujourd'hui, le BR peut décider d'avoir une candidature Oui, parce qu'ils ont je suis complètement d'accord avec vous. C'est ce schéma que j'ai décrivé. D'accord. Mais quand on observe bien le président Talon, moi je suis presque sûr que son objectif sera de surprendre vraiment tout le monde. Et je me dis que peut-être les partis d'opposition, les partis de la mouvance à un moment vont se rejoindre. Et si cette surprise était la révision du code électoral? Ça serait quelque chose de vraiment formidable. Ça veut dire que finalement, tout le monde partira avec l'esprit, voilà, à chance égale, et avec l'esprit plutôt apaisé. Parce que les chances, malgré tout, c'est la population qui décidera comment est-ce que vous avez... Mais on est sûr désormais qu'on est d'accord au moins sur les règles de départ. Voilà, sur l'essentiel, les règles de départ. Mais pour le moment, ça reste quand même quelque chose sur lequel on tire, on n'est pas totalement d'accord, notamment l'opposition. Et ce que moi je reproche à l'opposition, je vais le dire encore ce matin, ce que je reproche à l'opposition dans ce truc-là, la véhémence avec laquelle on dénonce les choses aujourd'hui, on aurait dû le faire depuis très longtemps, pour attirer l'attention de tout le monde. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, quelles sont les propositions? Parce que le monsieur, quand je dis le monsieur, les gens de la mouvance présidentielle, ils brandissent quelque chose. Ils parlent de notre passé honteux. Et si on veut être vraiment objectif et aimer vraiment le Bénin et prouver qu'on aime vraiment le Bénin, ce passé honteux-là a réellement existé. Ça, c'est moi, mon avis. Et là, quand on regarde un petit pays comme le Bénin, même le président, cette histoire de petit pays comme le Bénin que je prononce, c'est le président Kérékou qui l'a prononcé pour la première fois. Un peu comme dans un petit pays comme le Bénin, on a 200 et quelques partis, 100 et quelques partis. C'est honteux. C'est de l'amateurisme politique. On ne se fait pas de la politique comme cela se doit. Donc, c'est un passé honteux. Les gens veulent régler tous ces problèmes-là, selon eux. Maintenant, vous proposez quoi? Moi, c'est ce que je dis aux partis d'opposition. Proposez. Notamment les démocrates. Proposez, faites des propositions, écrivez. Nous sommes des Béninois, nous vous suivons, tout le monde vous suit, mais vous ne proposez rien. Mais chaque matin, on se lève, on pleurniche, on crie, voilà, le code électoral est ceci, c'est coercitif, c'est contraignant, ils ont corsé tout, on ne peut pas faire ci, on peut... Oui, mais d'accord, mais vous proposez quoi? Vous proposez quoi? Vous avez 28 députés à l'Assemblée nationale, ce n'est pas majoritaire, mais leur voix compte aussi à l'Assemblée. Ils peuvent se lever et donc interpeller le président. Voilà ce que nous proposons. Voilà un projet que nous voulons pour remplacer l'autre. Mais voilà que nous sommes maintenant à la veille des élections. Que dit la Constitution par rapport à tout ça? Est-ce que ça sera encore possible? Bon, attendons de voir simplement. Non, je crois véritablement que la question du code électoral... Au-delà de ça, quels sont les critères sur lesquels le peuple peut se baser aujourd'hui afin de choisir un meilleur candidat? Malheureusement, est-ce qu'il y aura... Parce que n'oublions pas, il y a la stratégie politique qui est là, qui consiste à la veille des élections, à distribuer des vivres, à distribuer de l'argent. Et c'est sur ces dernières actions des hommes politiques que les populations se basent pour voter, pour aller voter. Malheureusement, parce que moi, j'ai quand même, je le dis, les gens vont dire, en tout cas les tests disent qu'il ne faut pas donner de l'argent, il ne faut pas faire ci. Mais tous les acteurs, tous les catégories confondus, ils savent qu'ils donnent de l'argent sur le terrain. Et je ne sais pas si ça va finir d'ici demain. Pourquoi? Parce que les gens savent très bien
que les populations souffrent. Et pendant les élections, ils viennent surfer sur ça en réalité. Ils viennent surfer sur ça. Vous allez voir que, puisque nous n'étions pas en année électorale, on n'était pas à la veille d'une élection, d'une année électorale, vous allez voir que 2024 n'a pas été une année de beaucoup de dons, de générosité de la part des politiques. Mais cette année, faites bien le constat. C'est tellement que ça a commencé même dans nos contrées Donc, déjà. allez, cette année 2025, faites bien attention, vous allez voir que ils seront prêts à payer les TD gratuitement pour les enfants. Ils seront prêts à aller payer le jour des examens, en tout cas la veille des examens, ils vont acheter cahiers, frais de santé à tous les enfants. Ils vont payer la scolarité pour les enfants en septembre prochain. Ils vont acheter des kakis pour les enfants l'année prochaine. Parce qu'ils savent très bien que les populations ont besoin de ça. Donc, malheureusement, c'est pas encore, la fin de cette affaire n'est pas pour demain. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, c'est vrai que les gens appellent à la révision du code électoral. Si le code électoral n'est pas révisé, c'est qu'il n'y a que une minorité qui pourra proposer la candidature. C'est malheureusement ce qui va se passer. C'est-à-dire, comme l'a dit Ouma, c'est que la mouvance va finir par s'entendre. Vous allez voir, UP, le Renouveau, BR, Moël Bénin, Renaissance nationale vont se mettre ensemble pour poser un duo de candidature. Bon, c'est un exemple que je donne. Et le Parti des démocrates va proposer un duo de candidature. Et dans le cas d'espèce, le schéma qu'on redoute peut arriver. C'est quel schéma? C'est-à-dire, soit les gens votent pour la continuité ou les gens votent pour l'ascension. Par contre, si on révisait le code électoral et qu'on donnait la possibilité à d'autres personnes d'aller aux élections, c'est que le schéma ne sera plus forcément la même chose. C'est-à-dire quelqu'un d'autre, parce que malheureusement, et c'est vrai que ce n'est pas encouragé, on a pu voir Boni Yayi sorti de nulle part, président en 2006, on a pu voir Patrice Talon également, qui n'était pas membre d'un parti politique, qui est venu en 2016, qui a été damé le pion à tous les acteurs qui étaient là. Tout à fait. Donc, aujourd'hui, le code électoral fait que c'est le schéma que nous redoutons peut arriver. Soit il y a ascension, soit il y a vote pour la continuité. Et donc, aujourd'hui, il revient aux acteurs politiques de réfléchir, notamment les députés. Parce que quand vous posez la question au chef de l'État, il dit, mais ce n'est pas moi. Il dit régulièrement, allez voir, c'est les députés qui ont fait ça, ce n'est pas moi. Sachant très bien que ce sont ces députés qui sont majoritaires à l'Assemblée nationale. Mais on n'a pas de preuve que c'est lui qui leur a dit, bon, fais ça directement. Sachant très bien que oui, il est c'est lui qui donne le mot d'ordre. Mais puisqu'on n'a pas d'éléments à prouver, il dira tout le temps que ce n'est pas lui et que c'est les députés. Donc, il revient aux députés de la mouvance à l'Assemblée nationale de réfléchir pour voir, est-ce qu'en réalité, le schéma que nous proposons, parce qu'il y a un moment donné, nous sommes en 2025 et ne soyez pas surpris, les surprises viendront de toutes parts. Hein. Vous n'allez pas, peut-être que vous allez voir des gens qui sont assez dociles aujourd'hui, mais qui du jour au lendemain, vous ne vont pas hésiter à lâcher le chef de l'État parce qu'ils veulent se repositionner automatiquement. Ils savent très bien, dans leur calcul, voir que tel qu'on peut gagner les élections, ils vont virer de l'autre côté. Comme vous le savez très bien, comme ils le font en ce temps de pieds joints. Mais il revient au chef de l'État aujourd'hui, et c'est ce que j'ai toujours dit. C'est-à-dire le chef de l'État, Dieu lui a accordé la grâce d'être président du Bénin pendant 10 ans. Et quand Dieu vous accorde cette grâce et que vous finissez, vous faites tout pour sortir par la grande porte pour être célébré. Parce que la moindre erreur peut vous être fatale. Parce que quand vous voulez être à tout prix contrôlé, parce qu'à un moment donné, personne ne pouvait imaginer que Patrice Talon serait président, damer le pion à Boni Yayi, qui lui en voulait. Et qui peut s'en fallait s'il était là, il serait en prison. Et s'il était en prison, ce n'est pas évident qu'il serait sorti. Donc le fait qu'il soit en exil a été d'un grand secours pour lui. Alors aujourd'hui, si c'est comme ça et vous finissez, et sachant que les acteurs politiques que nous avons autour de nous, que ce soit dans l'opposition ou dans la mouvance, sont des gens imprévisibles, des ventilateurs, qui vous déçoivent, c'est-à-dire qui vous lâchent au dernier moment, pendant que vous comptez le plus sur eux, il lui revient de se mettre au-dessus de la mêlée et de dire, écoutez, moi j'ai fini, Dieu m'a accordé cette grâce, j'ai fini mon mandat, et maintenant je laisse le jeu libre. Quelqu'un qui mérite d'être président du Bénin, si le peuple le choisit, il prend le pouvoir, je passe le témoin et je m'en vais, simplement. Parce qu'on n'a jamais maîtrisé même les derniers détails. Et puis, les acteurs, aujourd'hui, vous savez, on a tout fait de penser que, comment vous appelez, les présidents d'institutions par le passé, sous Mathieu Kérékou, n'allaient pas donner la victoire de Boni Yayi et donner la victoire à Moussou Bruno. Mais on a été surpris de voir qu'ils ont fait ce qu'ils doivent faire. 2016 également, à côté. On a tout fait de penser que oui, c'est Boni Yayi qui a nommé le président de la Cour constitutionnelle, c'est lui qui a nommé le président de la Sénat, et qu'il est du septentrion, tout ça là, on a dit tout ça. Mais pourtant, c'est les mêmes personnes là qui ont donné les résultats pour proclamer
Patrice Talon, président de la République. Donc, il se peut que ces présidents d'institutions également, à un moment donné, se mettent dessus d'amener pour dire, mais monsieur le président, en réalité, nous n'accompagnons pas ça. Donc, il lui revient de se mettre véritablement des études d'amener. Il est en train de finir, pardon. Il doit pouvoir faire tout pour être célébré à la fin. Alors, vous avez juste un petit mot, hein, par rapport comment on appelle, aux députés de la mouvance. Moi, je pense qu'eux, ils sont dans une logique bien précise. Hein. Si ce code-là leur permet à eux d'être toujours à leur poste, d'être toujours reconduits, ils feront tout pour garder ce code-là. Hein. C'est aux députés, à mon avis, c'est aux députés de l'opposition d'agir. Le code électoral en état, les avantages concrètement. Donc, eux, si ça leur permet d'être président, ils sont à l'Assemblée nationale ou pas aujourd'hui. Ils ont des maires, ils contrôlent des mairies aujourd'hui. Ils sont majoritaires sur tous les plans. Si ça leur permet d'être majoritaires, eux, ils voudront garder ce code-là. Et moi, je précise, c'est les députés. Vous allez me dire, non, ils ne sont pas majoritaires. Non, ils doivent travailler. Ils doivent pouvoir attirer l'attention de tout le monde. Ils sont 28. Ils sont payés par mois. On sait à peu près combien ils payent. Qu'ils prennent au moins ne serait-ce que le 1/5 et qu'ils prennent pour travailler réellement, aller au contact des gens, faire des propositions, écrire des choses. Voilà, c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Mais si vous êtes dans la position de minoritaire et que vous dites que non, vous allez jouer la victimisation, c'est sur ça que... Voilà, non, moi je ne pense pas que ce soit ça la bonne méthode. Et puis revenons maintenant au président Patrice Talon. Je ne dis pas qu'il voudra contrôler les choses, mais moi je suis sûr que... avec sa manière d'agir, il va surprendre. Oui, vous l'avez dit, il va surprendre. Moi, je me dis même qu'il est capable même de prendre peut-être comme dauphin quelqu'un qui, c'est-à-dire, lorsqu'on le regarde comme ça, de manière intrinsèque, on va dire, non, celui-là ne partage pas du tout la vision de Patrice Talon. Et décider que c'est celui-là qu'il positionne. Et tout le monde va dire, mais comment ça ? Comment ça se passe? Et finalement, les gens de l'opposition vont se dire, mais comment est-ce qu'on va réagir par rapport à ça? C'est peut-être pratiquement quelqu'un de leur camp qu'il a choisi finalement. Et moi, je me dis que ça peut arriver. Je vous assure, ça peut arriver. Parce que c'est un monsieur qui prend tout le temps pour agir. Et moi, je me dis qu'il va choisir quelqu'un qui va clouer le bec vraiment à tout le monde. Et ça, moi, je m'attends véritablement à ça. C'est sincère. Je vous assure. Peut-être même que c'est dans le camp des boucades que ça va sortir. C'est encore dans quelques mois. Ça, c'est moi. Je crois que sur la question du code électoral, je crois qu'il faut qu'on commence par comprendre que les opposants n'ont aucun pouvoir aujourd'hui pour changer les choses. Aucun. Non, mais ils ont au moins l'écoute de la population. Attendez. L'écoute de la population. Ils n'ont aucun pouvoir. C'est-à-dire, l'écoute de la population ne peut pas changer le code électoral à l'Assemblée nationale. La personne qui décide, c'est les décideurs. Ceux qui siègent au Parlement, c'est les députés. Donc, eux, ils ont d'abord, avant qu'on ne vote le code électoral, ils ont dénoncé à plusieurs reprises, ils n'ont pas été écoutés, première chose. Ils ont fait des propositions, ça n'a pas été pris en compte. Les gens ont voté le code électoral parce qu'ils avaient la majorité. Parce que vous allez voir que c'est le même jour, dans la même période qu'il y avait révision de la Constitution, les gens ont rejeté la révision de la Constitution. Mais s'il y avait cette barrière, cette possibilité de barrer, parce que là-bas, au niveau du code électoral, ça ne demande pas une majorité assez relative. Donc, dès lors que la majorité donne caution, c'est que ça passe. Ils ont fait des propositions, ça n'a pas marché. Les gens ont voté le code parce qu'ils avaient la majorité. Et après, ils continuent de faire des propositions. Les propositions que les gens de l'opposition font, c'est encore là. Le problème, ce n'est pas l'écoute de la population. La population ne peut rien faire. Ils vont partir à tout continuer à parler pour dire que le code électoral, ce n'est pas bon. Ils auront le COSA à Boyko pour dire que le code électoral, ce n'est pas bon. Ils vont prendre 1% ou bien 5% de ce qu'ils gagnent pour aller parler. Mais ce n'est pas les populations qui iront siéger. Le problème aujourd'hui, pour le code électoral, il revient à un seul camp de décider de modifier ou non. C'est la mouvance. La majorité de la mouvance. D'accord avec vous. Mais est-ce que vous savez que ce code a été révisé en mars dernier? Oui, mais c'est ce que... Voilà. Donc si ça a été révisé en mars dernier, qu'est-ce qui a conduit à ça? Et quand ça a été révisé, ça a été plutôt corsé cette fois-ci. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Qu'est-ce qui a conduit à la première révision? C'est parce que tout le monde criait dans le temps. Souvenez-vous, après 2019, tout le monde disait non, ce code n'est pas bon, c'est ça. Même l'opposition, tout le monde, on est resté sur la même ligne droite. Et on a dit, on est resté droit dans nos bottes. Ils ont dit tout le temps. Et ils ont dit non, on peut changer, on peut faire ci, on peut faire... Mais maintenant, on fait quoi? C'est ça, moi je dis. Ils n'étaient pas majoritaires en 2019. On parlait même en ce moment de comment on appelle, d'assemblée monocolore. Mais ils sont quand même arrivés à faire évoluer un tout petit peu les choses. Ne serait-ce qu'en obligeant la majorité à revoir les choses. C'est vrai qu'en revoyant, on a corsé un peu plus. Qui sont ceux qui ont rédigé le code électoral? Bon, je crois que c'est les députés de la qui mouvance. font des propositions. C'est la mouvance qui a rédigé ce code électoral. En ce moment. Alors, dans ce cas, qui a corsé? C'est encore eux qui ont corsé. Oui. Ils ont corsé pourquoi? Parce que, ayant vu les résultats de 2023, ils se rendent compte que s'ils doivent évoluer comme ça les arrange peut-être pas avec le Parti des démocrates. Et donc, il vaut mieux corser. Bon,
Disons les choses telles qu'elles se présentent. Oui, c'est là où je suis d'accord avec vous. C'est eux qui ont rédigé le truc, qui ont amené au Parlement. Parce qu'ils ont la majorité, ils ont voté pour ça. Oui. Et parce qu'en réalité, ils trouvent tous les mécanismes pour corser et pour empêcher. Oui, mais c'est ça le problème. Ce que je dis aussi n'est pas faux du tout. Vous savez, le président n'est pas complètement sourd à ce qu'on lui envoie comme retour aussi. Hein. La preuve, il a nommé des ministres conseillers pour lui faire des retours. Il veut savoir ce qui se passe. Et si on a révisé une première fois, je vous assure, si on a révisé une première fois, c'est parce qu'il a eu des retours. C'est parce qu'on lui a dit non. Le ZEM dans la rue dit non, qu'il a compris que maintenant, là, on veut. Donc, finalement, on dit, OK, d'accord, allez réviser, allez revoir. Et les gars, la mouvance ont décidé de fermer un peu plus le ils avaient révisé le code électoral. La première fois, ils avaient révisé le code électoral. Certains partis de l'opposition ont refusé d'aller aux élections. Certains ont été empêchés d'aller aux élections. D'accord? Attendez. Et maintenant, après, quand ils sont allés aux élections, ils ne sont plus allés aux élections. Ils sont allés aux élections pour la première fois en 2023. D'accord? Et ils ont gagné. Ils ont réussi à avoir 28 députés. À partir de ce moment, la même majorité est retournée au Parlement maintenant pour corser parce qu'ils se sont dit, ils avaient refusé. Et donc, l'argument avant, c'était eux qui refusent. C'est eux qui refusent de se soumettre au code. Les gens ont fini par accepter de se soumettre à ce code. Et avec ça, ils ont eu 28 députés. Et aujourd'hui, qui dérangent le Parlement, qu'on le veuille ou pas. Parce que leur sortie, leur définition, ça dérange. Normal, maintenant, ayant vu ça, les gens ont dit, bon, okay, si c'est ça, avec ça, ils ont réussi à avoir 28 députés, qu'est-ce qu'on peut faire pour corser encore pour les empêcher encore. Et c'est le résultat qu'on a eu en mars dernier. Bon, malheureusement. Nous allons évoluer. Nous allons évoluer sur ce plateau. Nouvelle Tribune parle de Samou Seydou Adambi ce matin. Fin de carrière politique ou simple éclipse. Omar Adéango. Moi, je pense qu'il y a deux cas, comme disent les Ivoiriens. Il y a deux cas. Le premier cas, c'est que Samou Seydou lui-même se dit cette affaire-là, je suis rentré dedans, tel que je vois que ça se passe là, je me préfère moi-même. Je ne veux plus faire de la politique. Ça, c'est un premier cas. OK? Le deuxième cas, c'est que non, il décide de rester très calme, de montrer au chef de l'État que peut-être les raisons qui vous ont poussé à me chasser n'étaient pas justifiées, prendre le temps, laisser le temps agir et que le président de la République revoie et se dise non, finalement, ce monsieur, je pense que c'est un homme qui peut rester avec moi. Écoutez, vous revenez à tel ou tel poste. Moi, je pense que c'est les deux cas possibles. Tout dépendra en fait de l'ancien ministre de l'eau, de l'énergie et des mines. Et tout dépendra également du président de la République. Parce que en réalité, quand on voit, on écoute très bien, on lit très bien tout ce qui a été dit par rapport à son parti politique. Parce que c'est le parti politique qui l'a d'abord, comment on appelle, on va dire sanctionné. Donc le parti l'a sanctionné en gros, hein, je ne me souviens plus des termes exacts, en gros pour indiscipline en quelque sorte, parce qu'il a eu des agissements qui ne vont pas dans le sens de la discipline de groupe. Donc ils l'ont sanctionné. Et donc, le président de la République, lui étant aujourd'hui dans l'optique d'envoyer ce message fort à tout le monde, c'est les partis qui décident, c'est les partis qui font de la politique au Bénin. Il a dit, OK, si son parti le sanctionne, il n'y a pas de raison que moi aussi je ne le sorte pas. Donc, moi, je pense que c'est un message d'abord même à ce niveau que le président de la République envoie à tout le monde. Écoutez, désormais au Bénin, c'est les partis politiques que comment on appelle, que le président écoute. Vous voyez un peu. Donc, il a enlevé de là. Maintenant, comment est-ce que le concerné lui-même va se comporter juste après cela? Parce que les vraies raisons, en réalité, on ne sait pas. Moi, j'ai dit tout à l'heure que ça peut être dû au rabattement des cartes, du fait des événements majeurs qu'on connaît tous, ou bien c'est peut-être qu'il a eu réellement donc, des propos ou des agissements qui portent à croire qu'il a envie d'être candidat alors que ton parti ne t'a pas désigné. Vous voyez un peu? Donc, ça, toutes ces supputations, toutes ces suppositions-là sont possibles. On est d'accord. Mais est-ce qu'il va rester dans l'arène politique, ne va-t-il pas rester dans l'arène politique? Ça dépendra de lui et donc comment on appelle, du président de la République aussi. Parce que s'il ne change pas de camp et qu'il dit non, malgré qu'on m'a blâmé, malgré qu'on m'a fait tout ceci, je reste BR, je reste avec vous, ça peut peut-être changer les choses dans le cœur du président. Il va se dire, mais écoutez, c'est un bon gars finalement, mettez-le quelque part, nommez-le telle chose, on en a besoin, il a quand même fait du bon boulot avec moi. C'est vrai qu'on a eu maille à partir, mais remettez-le à sa place. Mais il y a une chose qui est sûre, hein, excusez-moi, je prends un peu la parole, il y a une chose qui est sûre, le temps nous révèle tout, tôt ou tard. C'était le cas avec le ministre Omeki, c'était le cas avec plein d'autres ministres. Avec le temps,
petit à petit, les langues se délient, petit à petit, il y a On des a petites l'info. déclarations Voilà. et les informations nous tombent. On saura tout après. Roland Donneikes. Ça ne saurait être une fin politique, ça va être simple, une éclipse. Parce que, connaissant l'homme qui est quand même adulé par une certaine partie de la population, ce serait une erreur pour lui de vouloir mettre fin à sa carrière politique. Il est encore jeune, il a encore toute une carrière devant lui. C'est un parcours de tout politique. Il y a des incidents qui arrivent sur votre parcours et c'est vous qui essayez de vous mettre au-dessus de la mêlée. Si vous savez vous mettre au-dessus de la mêlée, vous ne subissez pas davantage les déboires et après vous renaissez facilement de vos cendres, tel un phénix. Et donc je crois que ça doit être la meilleure dynamique de Samou Seydou Adambi aujourd'hui, s'il ne veut pas connaître plus de déboires que ce qu'il en a connu déjà, et qu'il doit pouvoir faire preuve de discipline, faire preuve de maîtrise de soi et savoir comment faire ses calculs politiques. Je voulais donner l'exemple de Christelle Bounangbo, par exemple, qui a été suspendue au parti l'Union politique de Bounangbo. Elle a été sanctionnée, mais quand on a organisé des activités pour le parti, elle était très active. Très active. J'ai vu les 16 jours d'activisme pour les femmes également. Elle a organisé la dynamique chat, Christelle Bounangbo à Lyosa, où elle a abordé les couleurs de son parti politique, en mettant en avant les couleurs de son parti politique. Elle a fait beaucoup d'activités au nom du parti politique. Et pourtant, elle a été sanctionnée, on sait dans quelles conditions elle a été sanctionnée. Elle aurait dû reculer parce que quand même elle est membre du parti UP Le Renouveau en tant que présidente du parti, pas en tant que simple membre. Elle était partie avec son parti politique. Donc, elle fait partie des membres fondateurs du parti. Et pourtant, elle a maintenu une certaine dynamique, elle est restée disciplinée, assez sage, tout ça là, sachant très bien qu'elle est le frère, la sœur de l'autre qui est en difficulté. Elle n'a pas fait transparaître ça à son état d'âme. Donc, il revient à Samou Seydou Adambi aujourd'hui de faire très attention au pas qu'il va faire et aussi à son discours, même entre ses amis. Parce que ce qu'il connaît aujourd'hui, c'est quand même des gens autour de lui qui ont filé des informations, qui ont livré des informations, qui ont peut-être envoyé des épreuves pour qu'aujourd'hui, on le sanctionne dans sa fonction politique au point où il est sorti du gouvernement. Donc, il lui revient de faire preuve d'une certaine discipline, d'une maîtrise de soi et de voir qu'il est encore jeune, il a encore toute une carrière devant lui. Je donne un autre exemple. Khéromer, ayant traité Boniaï de vil individu, avec les incidents qu'il y a eu à l'époque, a été sauté du gouvernement par Patrice Talon. Mais quelques mois après, Patrice Talon, le même Patrice Talon, l'a ramené au gouvernement. Voilà. Il a occupé encore le même portefeuille ministériel avant de retourner finalement au Parlement. Donc, pour vous dire que ce n'est pas une fin. En réalité aussi, la discipline politique aujourd'hui, l'éthique, et entre la loyauté aussi, ces valeurs font qu'à un moment donné, même quelqu'un qui vient au pouvoir après peut vous faire appel. Un autre exemple que je donne, des gens ont servi Boniaï. Je prends la dame ministre de l'enseignement supérieur, par exemple. Elle a servi Boniaï. Boniaï est parti. Mais compte tenu de ça, son travail, son savoir-faire, ses compétences, Patrice Talon l'a rappelé. Abimbola également a été ministre de la Culture sur Boniaï. Aujourd'hui, même si on reproche que c'est les mêmes qui sont avec Patrice Talon, quand même, il y a la compétence, un certain nombre de dynamisme qu'on leur reconnaît et qui fait que n'importe qui, même si c'est les opposants qui prennent le pouvoir en 2026, on peut leur faire appel parce qu'on connaît un peu leur compétence, leur manière de faire. Et j'ai rappelé aux premières heures de cette affaire que dans tout le gouvernement de Patrice Talon, Adambi fait partie des rares personnes à ne pas prendre la parole publiquement pour désavouer Boniaï. On l'a jamais fait. Il est vraiment discret. Donc on ne le voit pas comme ça. Donc aujourd'hui, c'est quelqu'un de très discipliné et qui doit continuer à faire preuve de discipline, de maîtrise de soi. Et puis après, Patrice Talon peut lui faire appel, tout comme au nom de son calme, de sa discrétion, quelqu'un qui viendra au pouvoir en 2026 peut lui faire appel. Maintenant, s'il va dans... Il a montré qu'on peut lui faire confiance. Voilà, mais s'il part dans tous les sens, malheureusement, quelqu'un qui reviendra après dire, mais attention, ce gars-là, on ne peut pas lui faire confiance. Son passé va tout simplement le rattraper. Donc, je crois qu'il doit pouvoir vraiment faire l'effort de se mettre au-dessus de la mêlée et regarder un peu comment ça va se faire les choses. On est en train de finir le deuxième mandat de Patrice Talon et donc, il n'y a pas matière à s'agiter, il y a matière à se calmer et à observer. Alors, nous allons rester toujours dans la politique. Un dernier sujet à aborder. Coordination du Collège des ministres conseillers. Il s'agit de Dynamisme Info qui en parle. Yahweh Déou dans un rôle similaire à celui de Biochane à l'exécutif. C'est une interrogation. Mais avant de répondre à cette interrogation, j'ai bien envie de vous poser la question de savoir pourquoi le choix du chef de l'État a porté sur la personne
personne de Janvier Yawédéou. Oui, Janvier Yawédéou, ça reste finalement un des grands dinosaures, on va dire, de la politique au Bénin. Quand on cite les grands noms, ne serait-ce que dans la partie, on va dire, sud du pays, ça reste l'un des grands noms des gens qui, malgré toutes les réformes, malgré tout ce qui est passé, qui sont restés. On peut citer également Mme Prudencio, qui est restée malgré tout. Donc Yawédéou est toujours présent, malgré tout. Ils ont fait avec l'autre régime, ils sont revenus, ils essaient d'être aux côtés de celui-ci également, et il réussit à le faire. Et je pense que c'est un bon soutien également du président de la République, parce qu'en tant que ministre conseiller, coordonnateur, je veux dire, donc de tous ces ministres conseillers, je pense que c'est l'une des personnes qu'il aurait pu choisir. Enfin, il n'y a pas mieux aujourd'hui, selon moi, parce que c'est une personne qui partage complètement la vision du président Patrice Talon. C'est une personne à qui le président peut faire complètement confiance. Parce que qu'est-ce que le président de la République veut à travers les ministres conseillers? C'est que ces personnes-là aillent sur le terrain, aller écouter les populations, aller voir comment est-ce que l'exécutif fait le travail, c'est-à-dire les ministres de la Santé, les ministres de l'Énergie, les ministres, je ne sais pas moi, de la Défense, de la Sécurité, de l'Intérieur, toutes ces personnes-là, comment est-ce qu'ils appliquent la vision du chef de l'État sur le terrain? Et étant donné qu'il y a eu et tous les ministres conseillers sont les proches du chef de l'État, parce que c'est des postes politiques, hein, ça là, c'est purement politique, les ministres conseillers. Donc, ceux-là étant les personnes qui partagent le plus cette vision-là, qui la comprennent le plus, qui l'ont adoptée le plus, il n'y a pas de raison que sur le terrain, ils ne savent pas voir si c'est appliqué ou pas appliqué. Donc, Yawédéou choisi comme celui qui va coordonner tout ça. Moi, ça ne me surprend pas du tout. Bien au contraire, je dirais même que il n'y a pas mieux, à mon avis. Il n'y a pas mieux. C'est celui peut-être qu'il fallait justement prendre. Et dans ce rôle, est-ce qu'on pourrait le comparer à Abdoulaye Biotchane dans l'exécutif? C'est pas totalement le même. Parce que, je vais vous dire, comment on appelle, celui qui conçoit, qui s'assoit, qui met les plans en place, qui met la stratégie, la méthodologie, toutes ces choses en place, je pense que c'est un plus grand travailleur que celui qui va juste constater, qui fait un peu le constat, tout ça. Moi, je pense que ce n'est pas du tout le même travail. C'est pas du tout le même travail. Roland Tonné-Ikes. Je dirais, Yawédéou, coordonnateur, ministre conseiller, en fait, vous savez, Patrice Talon a cela de très important. Il anticipe sur les crises. Il anticipe sur les éventuels bruits de bottes, les éventuels mécontentements. Parce qu'il était prévu, bien sûr, qu'on nomme les coordonnateurs ministres conseillers en janvier. Donc, on disait que c'est après les Vaudou Days qu'on connaîtra le coordonnateur ministres conseillers. Mais il se fait qu'un remaniement technique est intervenu. Donc, il a saisi l'occasion. Et le remaniement technique est intervenu. Vous voyez ces personnes qui sont les ministres conseillers, chacun d'eux a son parcours. Mais il y a des gens qui ont des parcours assez extraordinaires aussi également. Je prends, comment vous appelez, Yawédéou, c'est un professeur de transformation numérique, docteur. Quand je prends Akbonan, c'est un expert comptable. Et qui a fait des réformes au niveau de FNPEJ pour devenir AEDEJ, tout ça là. Et puis, on a Claudine Prudencio qui était ministre de la Culture également, par le passé de l'artisanat. La seule femme. La seule femme. Quand on regarde tout ça, en réalité, si on nommait l'autre ministre d'office et qu'on le sortait du lot, Yawédéou, qui a ses compétences, peut en arriver à dire, mais écoutez, pourquoi pas moi? Ouais. Mais dans la même journée, en réalité, on nomme ministre conseiller, on nomme coordonnateur en même temps. Et on règle les comptes pour dire, mais écoute, toi aussi, tu as pour toi. En réalité, Patrice Talon a quelque chose de très capital. Il arrive à prévenir parfois certaines situations de frustration. Maintenant, ceci étant, je crois qu'aujourd'hui, comparé à Yawédéou à Biotchane, Biotchane s'occupe de la coordination de l'action gouvernementale. Il est coordonnateur des ministres conseillers qui doivent aller sur le terrain. Bon, il va coordonner, il va peut-être donner des directives, mais ce n'est pas exactement la même chose, comme nous dit Ouma. C'est qu'ici, chez Biotchane, il faut réfléchir, se casser la tête. Il faut concevoir. Dès qu'il y a un problème, il faut proposer une thérapie de choc. C'est vrai qu'au niveau des ministres conseillers, normalement, en réalité, leur travail consistera aussi à proposer des thérapies de choc également. Mais ceux qui vont le plus réfléchir, qui seront le plus au charbon, ce n'est pas eux. Eux, ils seront sur le terrain pour relayer
et rapporter, relayer, rapporter, mettre en valeur, vendre cher les réalisations du gouvernement, mais les autres seront là à la cuisine interne du parti, du pouvoir pour proposer ce qu'il faut faire chaque fois pour contrer les propositions d'autres formations politiques. Donc, c'est en cela que ce n'est pas exactement la même chose. Il y a des similitudes dans leur rôle, coordonner, proposer des thérapies de choc. Et il revient à l'exécutif de pouvoir mettre en action et eux sur le terrain vont juste constater, observer et faire le point. Alors, un dernier sujet pour boucler l'analyse de ce matin. Nous irons au plan social, insécurité routière à Bomey-Calavi. On en a parlé sur ce plateau. Mais il est de bon ton qu'on revienne là-dessus parce qu'on n'est pas encore écouté. La population en souffre énormément. L'AS Godomey à Bomey-Calavi plongé dans l'obscurité. Moi, quand je prends la parole sur ce genre de sujet, on me trouve un peu trop dur, je ne veux rien comprendre. Non, mais écoutez, moi, je ne comprends pas ce qui se passe. Depuis combien d'années? Depuis combien d'années? Peut-être ce taxe-là, Godomey et Godomey-Calavi, est dans le noir. Ça fait, c'est minimum 5 ans. Des années. C'est minimum 5 ans. Et c'est très pénible. Et à chaque fois qu'on va parler, on dira que non, et ça ne revient pas à l'État, ça revient plutôt à ceci. Non, non, ça ne revient plutôt à la mairie, ça revient plutôt à l'État. Non, il y a trop de tergiversations. Il faut qu'on fasse quelque chose par rapport à ça. Calavi, c'est comment on appelle, c'est la cité dortoir de tous les travailleurs qui sont à, comment on appelle, à Cotonou. Il n'y a qu'à regarder simplement aux heures de pointe comment est-ce qu'il y a des bouchons entre la sortie de Calavi et Cotonou. Vous allez vous rendre compte. Mais depuis, c'est-à-dire, tout le tronçon qui passe dans Godomey est bouché. C'est un véritable go-slow, comme disent les Anglais. C'est-à-dire qu'on va, mais c'est-à-dire, tout doucement en réalité. Vous voyez? Donc, c'est la preuve que Calavi est la cité dortoir. Maintenant, dans cette situation-là, où c'est une voie très, très empruntée, où même les autorités qui nous dirigent aujourd'hui, ils passent tous les jours par là. Mais ils ne disent rien. Il y a un souci. C'est vrai que les voitures, les automobiles ont leur phare pour éclairer. Mais et la population, les riverains? Tout cela combiné, comme on appelle, au tokpa, aux aimes qui veulent prendre rapidement un client parce que eux, dès qu'ils voient leur client, plus rien ne compte, on dérape et on va rapidement prendre le client. Donc, il y a toutes ces choses-là qu'il faut mettre en compte. Maintenant, qui s'en charge? Qui s'en charge? Que ce soit, moi j'interpelle tout le monde aujourd'hui, hein, que ce soit l'État, que ce soit la mairie d'Abomey-Calavi, qui s'en charge? Il faut qu'on fasse quelque chose. Ce tronçon est dans le noir tous les jours. Tous les jours. Depuis que moi je réside à Calavi, je n'ai jamais vu un lampadaire s'allumer sur ce tronçon. Il y a un problème. Roland Tonneikes. Écoutez, ce sujet, je crois que je l'ai vidé sur ce plateau parce que je ne voulais pas en parler. On va continuer de vider. Oui, on va toujours en parler. Je voudrais juste demander... Parce que nous subissons également, oui, Roland Tonneikes. Écoutez, je voudrais demander... Et si nous ne le faisons pas, personne ne pourra défendre la cause des populations. Je voudrais... Justement, à eux de jouer leur rôle. Laissez, je vais vous expliquer. Je demande aux gens d'aller lire le Conseil des ministres du 31 octobre 2023. En Conseil des ministres, il a été décidé, en tout cas il a été dit, écrit et noir sur blanc, qu'une structure a été choisie pour régler ce problème d'éclairage public sur le tronçon échangeur Godomey-Ouida, échangeur Godomey-Calavi, tronçon Bélier, Pont-Péage, Ekpé. En 2023, 31 octobre 2023, allez lire le Conseil des ministres. Ça existe sur le site du gouvernement. C'est malheureux. Je n'invente rien. Et c'est le gouvernement qui l'a dit. Maintenant, qu'est-ce qui fait que ça ne se fait pas depuis? Posons-nous des questions. C'est pourquoi, moi, la dernière fois, je ne prends pas la défense, tout le monde connaît ma position. Hein. Je ne prends pas la défense de Arwandino, je ne prends pas la défense de Karine Laourou, la SE. Mais si le gouvernement, noir sur blanc, a écrit, en Conseil des ministres le 31 octobre 2023, qu'une structure a été choisie, qui a les compétences, et même celle qui a les compétences, tout ça là. En tout cas, je voulais télécharger rapidement pour vous lire ça, mais le temps va passer. Mais c'est bien écrit par eux. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il arrive au chef de l'État de sortir de la nuit de venir à Calavi pour comprendre que ce qu'ils ont décidé en Conseil des ministres... Et c'est ce que nous allons demander sur ce plateau. Est-ce que ceux qui ont décidé en Conseil des ministres le 31 octobre 2023, là, est-ce que réellement ces collaborateurs ont mis ça en pratique? Posons la question. Et maintenant... Mais qu'est-ce qui bloque? Surtout, qu'est-ce qui bloque? Je ne sais pas, c'est eux qui ont écrit le truc. Je n'étais pas en Conseil des ministres. Non, justement, le chef de l'État n'a qu'à chercher à savoir ce qui bloque. Oui, je ne suis pas membre de l'exécutif. La CIRAT fait un travail tout le temps sur le terrain, on voit. Il revient à la CIRAT, Société des infrastructures
routière et de l'aménagement du territoire de nous dire qu'est-ce qui se passe. Oui, ce tronçon, c'est Maintenant, vraiment malheureux. j'ai vu- C'est une voie interétat. Oui, vous savez, donc- c'est ça donc- que tous les grands pourtant, camions c'est des qui accidents, sortent, oui, C'est pour Les ça que conséquences sont je dis, énormes. moi, Laurent Tonné-Inquès, là, je ne suis pas de l'exécutif, je n'étais pas en conseil des ministres, je ne sais pas sur quelle base ils ont choisi le cabinet, leur structure qui va faire ça. Je ne sais pas pourquoi ça ne se fait pas. Je les interpelle juste ce matin pour leur dire ce que vous avez écrit depuis 2023 là. Pourquoi est-ce que ce n'est pas attend la exécuté? concrétisation. Maintenant, je vais leur juste proposer quelque chose de très simple ce matin. Pendant les fêtes là, le tronçon Carrefour-Kékou, le nouveau marché là, le tronçon est déjà éclairé avec les lampadaires solaires. Mais ils ont mis de la décoration. Ils ont tiré du fil électrique pour allumer la décoration. S'ils peuvent au moins faire l'effort de tirer les fils sur les panneaux qui marchent là-bas, Oui. là, sur ceux-ci là aussi, pour qu'on puisse voir clair. de l'échangeur jusqu'à Calavi, si on peut tirer le fil pour allumer, mettre des lampes là, ils peuvent faire ça. Parce qu'ils ont pu tirer le fil électrique pour mettre la décoration, pour allumer. Il y a de la décoration, c'est joli sur le tronçon. Donc si on peut tirer du fil sur les poteaux comme ça pour faire ça, ça veut dire qu'on peut tirer le fil aussi pour mettre au ne serait-ce qu'une lampe par poteau. De Godemain jusqu'à Calavi, ça va nous faciliter la tâche. Moi, c'est ce que je vais leur proposer ce matin. Mais en attendant que le chef interpelle ses collaborateurs pour dire pourquoi est-ce que ce qu'on a dit depuis 2023, ce n'est pas fait. Parce qu'au moins, la chance, c'est que j'ai en le disant, c'est que j'ai pu lire ça. Je n'ai pas lu ça ailleurs. C'est sûr, concerne le site du gouvernement. Sauf si avant, après l'émission, comme il sait bien le faire, qu'il prenne sa voiture et qu'il fasse le tour. Vous pensez qu'il ne passe pas par là? Mais la nuit, Enfin, non, peut-être que non, la nuit, non, il le passe problème- pas. il vivra la réalité dont on est en train de parler sur ce plateau. Mais Non. au-delà du chef de l'État, je pense très que c'est pénible tous de les membres rouler. du gouvernement. C'est tout, vraiment tous les membres du je vais gouvernement. juste C'est très important. je vais donner de la vrai. même manière que l'axe Fidjose et jusqu'à Ganito là-bas est une vitrine du pays, je pense que ce taxe-là aussi c'est une vitrine du Aujourd'hui, pays. Parce que la quand cité doit on pouvoir quitte tous le les Niger, béninois. quand Le on Nord. quitte le Nord, Non, quand c'est on par quitte là le Burkina, forcément, quand c'est par on là. passe forcément par là. Si, avant Et d'atteindre tous Cotonou. ces visiteurs-là qui viennent par là aussi, la vitrine là, c'est Je quelle crois vitrine que, on non, le c'est- sait là. au-delà de Donc, ça, il faut- je vais il appeler faut- des il faut- noms il ce faut matin. revoir. Ministre Seydou, Alassane Seydou, ministre de l'Intérieur, tous les jours, à 6 h du matin, il prend par là pour aller au boulot. Ah, moi j'en connais aussi. Le mais je ministre veux de pas la dire- Santé moi, je veux pas aussi dire- à Calavi. Non, Il prend également par Le ministre de là. la Santé est juste à quelque part de ma maison. Justement, Donc il est là passe aussi. également par là. Je ne veux pas citer d'autres noms. Ils sont nombreux à être dans la zone de Zopa là et qui ne prennent pas leur sécurité pour venir à la maison les soirs et qui ne prennent pas leur sécurité tous les matins assis pour partir. Mais puisque eux, ils ne sont pas au volant, ils sont douillets dans leur siège avec chauffeur garde du corps. Ils ne ressemblent... Non, c'est ça le véritable problème. Parce que des gens qui sont au volant. Écoutez, Oumar, c'est vraiment Oumar, pénible. si vous avez mal aux yeux, Oumar, je vous jure, tout Oumar, c'est- si vous c'est avez très mal aux pénible. yeux, si vous avez mal aux yeux, que vous devez conduire Non, même non. moto la nuit dans cette Oui, situation-là, c'est tous vous les jours souffrez. que moi je passe par là aussi. Mais ce que moi je veux dire, c'est Donc, quoi Roland, non, pour des vous gens qui savez, ils sont assis douillets, je vais les défendre un tout petit peu. Vous savez, quand ils sont assis derrière, quelquefois, ils préparent déjà les dossiers de la journée et ils n'ont même pas le temps même de regarder la voie. On va les défendre un tout petit peu. Non, je ne les Parce que défends pas. c'est compliqué. Je ne les défends pas. Et puis, comme ce n'est pas eux qui sont chargés de la voie, ils peuvent ne pas avoir leur idée sur ça. Non, ils Tu peuvent comprends un peu? interpeller leurs collègues Oui, non, concernés. Non, clairement, oui, je suis complètement d'accord. Mais on ne va pas leur jeter. Jacques Ayadi est à Godemain. Oui, oui. D'accord. Oui. Derrière le Mais cimetière l'infrastructure, PA14. c'est lui. Il est derrière le cimetière PA14. Il était. Non, bon, là maintenant, il est déjà avec la CIRAD. Il est là. Et pourtant, il passe par l'hospitalité parfois pour aller chez lui. En réalité, ce qu'on dit, c'est un problème assez sérieux. Parce qu'ils ont un chauffeur qui les conduit. Le jour, le chauffeur, quand il. Un panneau, tu es malade, tu ne vois pas. Alors qu'en réalité, il y a un problème. Il y a un problème et qu'il faut régler. Et les gens font des Non, accidents c'est sur le vrai, tronçon. il faut Les gens revoir meurent ce taxe-là. pratiquement tous les jours. On ne cessera jamais de le dire, de le redire Non. sur ce plateau tant que cet état Non, de ce que je fait dis, n'est pas je corrigé. dis au chef de l'État ce matin, très respectueusement, qu'il n'a qu'à interpeller ses collaborateurs pour dire ce qu'ils ont décidé en Conseil des ministres 2023, là, que ses collaborateurs n'ont pas mis ça en exécution. Il n'a qu'à les interpeller. Oui. C'est Ça, très c'est simple. vrai. Oui. Ça, c'est vrai. Merci Roland, merci Oumar.